Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. On ne va pas donner la bonne heure, parce que c'est l'heure où on fait la sieste. C'est l'heure post-prandiale. Donc je vais essayer de vous maintenir éveillé, mais c'est un gros challenge. Simplement, comme j'ai été à la place de Charlotte il y a quelques semaines aux entretiens de Valpré, et que donc elle tient le chronomètre, je ne veux pas être le sujet de retard possible dans le bon déroulement de la journée. Donc j'aimerais savoir de combien de temps on dispose et à quelle heure je dois me fermer le sifflet. 3 quarts d'heure. D'accord. Donc à 3h30 on a fini. D'accord. C'est largement suffisant. Bon, donc bonjour à tous et à toutes, très heureux d'être là avec vous. Je suis un peu paresseux donc je m'assieds, j'espère que ça ne vous ennuie pas, mais je suis mieux comme ça pour vous parler. Donc un mot pour vous dire que je suis un praticien, contrairement à mon ami qui est un théoricien et qui conceptualise. Moi je pars de l'expérience acquise pour la partager avec vous, et donc ayant cette posture, vous pourriez tous être à ma place. Parce que je ne revendique aucun savoir particulier sur ces thèmes qui sont très complexes, et qui touchent à la matière humaine et à son maniement. On va penser dans le contexte de l'entreprise. On pourra élargir après, bien sûr, parce que heureusement, ce qui vaut pour l'entreprise doit aussi valoir pour le sujet plus large et nos rapports humains. Alors j'ai été très surpris par ce mot de coopération que je n'avais jamais entendu parler dans une logique de réflexion sur le management. Coopération, voilà, quand Bruno m'a dit ça, je suis tiens, coopération. Pour moi, coopération, c'est le ministère de la coopération, et c'est la France-Afrique. Bon vieux temps, hein, voilà. Mais alors, voilà, ministère de la coopération, voilà. C'est un mot un peu, pour moi, c'est un mot un peu quelque part par là, pas désuet, mais bon. Et je le trouvais effectivement d'autant plus surprenant, appliqué aux problématiques de rapport de collaboration dans l'entreprise. Et donc, mon ami Bruno a décidé effectivement de voir comment les mots de coopération et de concurrence s'opposaient. Je veux dire que c'est un oxymore. C'est bon, je peux dire ça ? Ok, ça va. Donc c'est un oxymore. Et donc, comment ces mots vivaient dans le contexte économique et d'organisation. Alors, je dirais que pour continuer dans la provocation, on pourrait penser que la coopération concerne les rapports internes à l'entreprise et que la concurrence concerne les rapports entre des entités propres qui se font concurrence, qui se bagarrent pour prendre des parts de marché et aller plus vite les unes que les autres pour être de plus en plus riches, de plus en plus grosses, de plus en plus chères en bourse, et que donc ce jeu qui est propre aux organisations capitalistiques des marchés concerne le monde extérieur. Alors, je vais revenir à ça. Effectivement, je ne voyais pas où voulait arriver Bruno par rapport à sa pizza à Bruxelles, mais j'étais heureux de l'aménager intellectuellement avec ce petit QR que j'avais fait pour les échos. Et donc, effectivement, un ou deux principes qui me sont chers, enfin en tout cas les deux problématiques qui sont pour moi clés dans la direction d'entreprise, dans le management d'équipe, dans l'embarquement de gens autour de soi dans un projet, on va dire ça, parce que ça peut être autre chose qu'une entreprise économique. Ce sont donc deux paradoxes, enfin un premier paradoxe dont tu as parlé, qui est effectivement l'opposition apparente entre la bienveillance et l'exigence. C'est pour moi un sujet central de l'équilibre qu'on cherche à trouver dans la vie professionnelle. Ça ne vient pas de moi. Donc ça ne vient pas des personnes très qualifiées qui en parlent beaucoup maintenant. Ça vient de le directeur d'école de mon fils. Il y a longtemps qu'une fois en réunion de parents d'élèves, explique son projet devant les parents d'élèves qui viennent, vous voyez ce que je veux dire ? 15 septembre, garde à vous, 36 questions pour savoir si c'est à 18h30, 18h45, l'option langue vivante, d'accord. Et le gars dirait, c'est pas, on va pas parler de ça, moi mon projet c'est d'associer ces deux valeurs-là pour élever vos enfants dans les 10 ans qui viennent. Et le mec commence à expliquer ça pendant un quart d'heure, et là, top. Ah, je me dis, ce gars-là,
il pourrait être à ma place pour rédiger ma boîte, et je pense qu'il ferait probablement beaucoup mieux que moi. Et depuis ce moment-là, je suis reparti de cette réunion de parents d'élèves avec cette idée en tête en disant, et ça me travaille, voilà. Ça me travaille, et on pourra en reparler, parce que c'est pas forcément le thème du jour, mais c'est pour moi la clé. Et puis l'autre, ça c'est la première instabilité du manager. Alors celle-là elle est un peu compliquée, mais vous voyez c'est sur un élément, c'est une ligne droite avec un truc en dessous, un rond, vous voyez, au cirque, et vous êtes comme ça, là. Et vous essayez de tenir le truc comme ça. Et puis après, ce qui est un peu plus compliqué, c'est un triangle cette fois-ci, avec une grosse boule en dessous. Alors là c'est très instable, vous voyez, très très instable. Et là il y a 3 triangles, et il y a 3 forces centrifuges qui sont les clients, les salariés et l'actionnaire. Et vous êtes le petit gus au milieu, sur ce triangle, sous une espèce de, vous voyez, une grosse boule, et là vous êtes comme ça, et vous tenez tout ça à peu près d'équilibre. Et donc, quand vous arrivez à manier et à tenir les équilibres entre exigence et bienveillance, et à trouver un point d'équilibre entre ces 3 forces qui peuvent être centrifuges, normalement non, mais la réalité, malheureusement, on peut tous parler des longues heures sur nos expériences cumulées pour dire que parfois c'est un peu centrifuge et un peu tendu. C'est tout ça qu'on essaye de maîtriser pour emmener la barque de l'entreprise, la barque du projet, la barque de l'organisation dans soi. Alors, voilà, ça c'est juste pour introduire un peu les petits sujets, je dirais, forts de vision empirique de ce que j'ai fait, ce qui me ressort aujourd'hui au bout de plus de 25 ans de travail, différents et variés. Alors, effectivement, la notion de concurrence, on va en parler d'abord, donc elle est donc plutôt visée par l'extérieur, et moi je pense que c'est une grosse bêtise. En tout cas, c'est une vision du monde extérieur qui est complètement fausse. En tout cas, que je crois fausse. Il est complètement... il ne vit pas dans le même monde que nous, parce que... ou alors, il est seul sur un marché, donc il s'en fout, effectivement, il peut manier le concept. En fait, je pense que l'exemple montre que dans beaucoup de marchés, quand il y a une logique de coopération entre concurrents, les marchés fonctionnent beaucoup mieux, vont beaucoup plus loin. Et moi, mon expérience, c'est que la coopération est beaucoup plus efficace que la concurrence frontale avec ses concurrents. Parce qu'effectivement, on est concurrents, on a le même produit, on veut vendre des voitures. Voilà, je vends une voiture à monsieur, il est Peugeot, je suis Renault, et on va passer l'après-midi à essayer de vous convaincre que ma voiture est mieux que la sienne. Okay. Mais ça, c'est la vision, je dirais, court-termiste, immédiate, quotidienne de l'entreprise. Je pense que la notion de coopération entre concurrents est très importante, parce que c'est ce qui fait qu'on a notamment la vision de défense de ce qu'on appelle la catégorie, le marché, l'avenir, le long terme. Moi j'ai 2 exemples, j'ai 3 exemples dans ce sens-là et un contre-exemple qui font qu'au bout de 4 fois quand même, dans 4 univers économiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, je me dis bon, ça commence à être une série statistique partageable. Premier sujet, donc j'ai dirigé une société d'affichage qui s'appelait Giraudy. J'avais face à moi une petite entreprise qui s'appelle Deco, vous voyez, 7,8 milliards en capi, le leader mondial, créé à Lyon, premier marché à Lyon en 1964, premier marché d'affichage immobilier urbain. Et donc quand vous êtes à une entreprise comme ça qui fait à peu près 3 fois votre taille, ou voire maintenant 4 fois votre taille sur le marché français, bon, vous pouvez bien sûr vous faire érabouiller, asphyxier, etc. Ils ont toutes les bonnes méthodes pour le faire, mais vous pouvez dépasser ce stade-là pour considérer qu'il y a un marché des médias, qui est un marché extrêmement compliqué, dans lequel vous avez 2 petits acteurs qui s'appellent Google et Facebook, qui pompent à peu près chaque année plus que la croissance du marché, donc ils vous tuent à petit feu, que vous avez des médias qui vous concurrencent, comme la télévision et la presse, et que donc la défense d'un média passe par une coopération entre les acteurs du marché. Et que la force qu'on a réussi à... Enfin, ce qu'on a réussi à faire, c'est dépasser nos divergences et nos conflits à court terme pour défendre ce qu'était le média, qui se tient d'ailleurs aujourd'hui toujours à 11% des dépenses nettes des annonceurs en France, depuis 15 ans. La presse s'est passée de 28 à 15. La télé, ça a plutôt eu tendance à baisser, la radio aussi. Voilà. Exemple concret d'une coopération où on a réussi... Moi, je mettais dans ma poche mon orgueil et tous les conflits que j'avais avec eux pour essayer de faire avancer le schmilblick avec un concurrent. Deuxième exemple plus récent, voilà, j'ai dirigé une société qui s'appelle Oneo, qui fait des produits et des services pour les vignerons, pour les aider à faire du bon vin. Je pense que ça vous parle, ça, ici, dans cette région. Ça y est, ouais. Et donc vous avez des concurrents qui sont féroces, voilà. Mais vous avez un sujet qui est la préservation de la matière première, qui est le bois de chêne. Que donc si les acteurs du marché ont une vision à très très long terme de ce qu'ils attendent des forestiers, il y aura un jour, il n'y aura plus de barriques.
Après, vous dire, moi je m'en fous complètement, mon action elle vaut 7 euros, il faut qu'elle passe à 8. Ciao la compagnie, une fois qu'elle sera passée à 8, je touche mon dividende, mes actions, merci, au revoir. Voilà. Ben non, on discute de sujets comme ça, et je pense qu'on a un niveau de compréhension et d'échange qui est très fort. Troisième sujet où j'ai vécu cette coopération de façon très, très importante, c'était le domaine de la presse, puisque tant que j'ai dirigé le journal de l'Équipe et ses médias numériques et télévisuels pendant 7 ans, plus 6 ans, pardon, 6 ans et demi, c'est un marché qui est très compliqué, le marché de la presse. Vous avez des structures qui ont été développées d'ailleurs dans un esprit de coopération après la guerre, qui concerne le système de distribution, puisqu'après la guerre, il fallait assurer que la pluralité était assurée dans les points de vente, qu'il fallait donc mettre un système commun de distribution pour que les gens puissent trouver tous les journaux d'opinion dans leur magasin de journaux le matin. Et que donc c'est un système coopératif qui a été mis en œuvre, et qui aujourd'hui est encore en grande difficulté. D'ailleurs, ceux qui lisent un peu l'actualité doivent savoir qu'on n'est pas loin du précipice. Mais pendant longtemps, ça fonctionnait. Et pour sauver ce système de distribution, il n'y a pas d'autre solution que s'asseoir et coopérer ensemble. Et que si on y va avec le jeu de concurrence, on va fusiller un peu plus le système, qui est déjà extrêmement mal en point. Alors, une expérience, c'est qu'on a éliminé ceux qui voulaient tuer le système, pour se retrouver avec ceux qui voulaient le conserver. On a pris la majorité des voix, et on a sauvé le système, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Là, il va mal. Je pense que le sujet n'est pas réglé. Mais en tout cas, pour moi, c'est une expérience forte. A contrario, autre expérience néfaste pour un marché, j'ai travaillé 8 ans chez Monsanto. C'est bon, personne ne me jette encore de bananes ou de pot de... Voilà. C'était à une époque où le sujet était beaucoup moins controversé, encore que. Et il y avait une guerre entre grands chimistes pour essayer de faire sauver les matières actives les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que la pression environnementale allait grandissante, et donc l'objectif c'était de tirer le tapis sur les autres pour faire expliquer que la sienne était même meilleure. Total des courses, aujourd'hui pratiquement tous les produits sont bannis, ceux qui ne l'étaient pas vont l'être. Il n'y a eu aucune notion de sentiment collectif pour essayer d'expliquer, de faire avancer ensemble un sujet, et ça a été un fiasco, alors qu'on avait des arguments à faire valoir. On n'a jamais pu faire en sorte que l'intérêt prévale sur la particularité. Voilà. Donc je pense que la coopération, en tout cas c'est un sujet, je vous livre, c'est peut-être pas possible dans vos métiers, je ne donne pas j'ai pas de miracle, j'ai pas de recette miracle, mais en tout cas, j'ai plutôt tendance à respecter mes concurrents, à essayer de trouver avec eux des voies de dialogue, dans le respect bien sûr de la législation. Il ne s'agit pas de se retrouver pour s'organiser les marchés et fixer les prix ensemble. C'est pas ça dont je parle. Voilà, donc premier paradoxe, qui est celui-là. Alors après, effectivement, si on se tourne vers l'interne, on peut dire que bien sûr, dans ce monde merveilleux des relations interpersonnelles dans l'entreprise, la coopération est de mise. Or, vous savez que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a des tensions fortes, parce qu'effectivement, il y a un sentiment ou une attitude qui n'est pas condamnable, qui s'appelle l'ambition. Il est logique que l'homme ou la femme cherche à développer ses capacités et à se réaliser dans un contexte professionnel de croissance personnelle, et que parfois cette croissance va au détriment des autres. Il y a peu d'appelés et pas beaucoup d'élus. La pyramide, quand on monte en haut, il y a moins de surface, donc il y a moins de place. Donc il faut pousser pour pouvoir trouver une place là-haut, sinon on se fait pousser. Donc c'est la guerre. C'est la guerre, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la tension est là. Alors, je pense que c'est évidemment le poison absolu dans une entreprise, et que tous les Machiavel qui considèrent que la compétition interne est un formidable moteur de développement, d'enrichissement, se trompent totalement. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est plus... on est dans un monde du bien pensé et du bien communiqué surtout, donc évidemment, plus personne n'ose dire ça officiellement. Hein. Il y a 20 ans, c'était pas un problème. Je me souviens, j'ai 20 ans, chez Monsanto, on pouvait se piquer les collaborateurs entre divisions, sans parler au mec qui... je t'appelais, voilà, je te prends avec moi, je te mets 20% de plus. Dans la même boîte. Hein. Monsanto disait rien, disait c'est très bien, les meilleurs, machin, etc. Alors après, on appelait le patron du mec, voilà, je vais te dire, j'ai peut-être éventuellement un petit projet pour un de tes collaborateurs, est-ce que... Peut-être que le mec avait dit oui. Voilà. Et je pense que ça continue encore dans beaucoup d'entreprises. Il ne faut pas rêver, même si effectivement les RH sont là pour dire qu'il y a une politique interne et qu'il ne faut pas le faire, etc. Donc,
c'est le poison absolu pour moi. Et je pense que tout ce qui alimente ces notions de concurrence interne sont extrêmement néfastes. Y compris même dans les allocations de budget, par exemple. Il y a souvent des entreprises qui font des concours internes pour dire, voilà, on fait des allocations de budget à l'année, on va faire le choix entre différents projets, on pousse les gens à faire des... Je pense que c'est pas très sain tout ça. Enfin, c'est un peu de la gaminerie et qu'on peut évaluer les gens, les projets, décider sans pour autant mettre un peu de feu sous la cocotte en disant allez-y, battez-vous, soyez le meilleur, etc. Je suis pas du tout à l'aise avec ces notions-là. Je pense que la coopération est absolument indispensable dans les organisations en interne. Elle doit être privilégiée, encouragée, reconnue. Le monde anglo-saxon a beaucoup de défauts, mais il a aussi parfois beaucoup de qualités. Et avant nous, je crois, ont été mis en œuvre des systèmes d'évaluation dans lesquels on juge une équipe sur sa réalisation et pas les gens à titre individuel. Ou bien dans l'évaluation des gens à titre personnel, une partie est liée à des projets collectifs sur lesquels l'évaluation est faite de la même façon pour tout le monde. Et donc c'est tout le monde perd, tout le monde gagne. Et je pense que c'est une très bonne façon de procéder en termes de création de cet état d'esprit. Il y a un vieil adage qui n'est pas complètement faux, malheureusement, qui dit « dis-moi comment je te paye et je dirai comment je travaille ». Et donc, si dans ma façon d'être évalué, et puis peut-être finalement rémunéré dans mes bonus, dans mon avancement, la notion de réussite collective est mise en avant, bah forcément, assez vite, on change les mentalités, on casse un peu ces codes et on explique aux gens que ils sont, comme dit le proverbe africain, seul on va vite, à plusieurs on va loin, et que donc cette notion-là doit être absolument privilégiée pour développer à la fois les personnes et la qualité de l'entreprise de façon plus générale. Je pense que la coopération est une espèce de plateforme de fonctionnement que vous devez privilégier, qu'on doit chercher tous à privilégier dans ce qu'on fait, qu'on soit 2, 4, 10, 10 000, 20 000, 100 000, je sais pas, qui amène normalement un stade plus loin que je préfère peut-être au mot de coopération, qui est le mot de confiance. Alors la question c'est, est-ce que la confiance est le résultat de la coopération ou est-ce qu'il est le présupposé de la coopération? J'aurais tendance à penser la deuxième solution. J'aime pas trop la notion de « il a gagné ma confiance ». Je ne suis pas très à l'aise avec ça. La confiance, c'est un état d'esprit. C'est un choix a priori. C'est une vision positive, optimiste de l'avenir et de ce qui va se passer. Et je pense que on est dans un système dans lequel on donne la confiance a priori, on crée des éléments de coopération entre les gens pour montrer que voilà, ils sont unis par un lien qui est le bien commun de l'entreprise, la réussite d'un projet. Et ce travail, cette coopération commune, va renforcer bien sûr le lien de confiance. Parce qu'on a réussi ensemble, on a sauté en parachute ensemble, on s'est tenu la main et arrivé en bas. Il m'a aidé à tenir bon, je l'ai aidé à tenir bon. Maintenant on est à la vie et à la mort. Mais je pense que la notion présupposée à la coopération, c'est la confiance. Je vous invite à lire, je fais beaucoup de copier-coller, vous voyez, j'ai des copyrights. Je vous invite à lire le dernier texte que le général Le Villiers a écrit le 16 juillet 2017 à ses troupes. Et en fait, il avait l'habitude d'écrire ce qu'il appelle lettre à un appelé. Et donc, je vous invite à lire cette dernière lettre qui parle de la confiance, qui est, je trouve, assez bien écrite et qui résume de façon
encore meilleur que ce que je pourrais vous dire, ce qui est au fond de moi en termes de pensée. Donc, coopération dépend de la confiance des uns aux autres, mais évidemment, finalement, au départ, confiance en soi. Donc on en revient quand même à un sujet profondément personnel. Ouais, on peut dire coopération, ça dépend pas de moi. Il me dit concurrent, machin, mais moi j'ai un concurrent, c'est un connard, il va pas me parler, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ok, d'accord, c'est vrai. J'ai pas une boîte à outils parfaite de chaque solution auquel vous êtes confronté. Je suis incapable de vous dire ce qu'il faut faire dans tel ou tel sujet. Je vous dis juste coopération indispensable, coopération dépend de la confiance que vous donnez. Vous donnez la confiance si vous avez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, peu probable que vous ayez la confiance aux autres. Mauvais temps. Comme dirait Daniel Hérault, mauvaise limonade. Frigo. Pas bon. D'accord? Donc si vous n'avez pas confiance en vous, ce qui peut arriver à tout le monde, à tout moment, dans toutes les circonstances, donc moi je ne juge pas, je dis juste il faut que vous travaillez là-dessus. Il faut que vous ayez cette force de dire, avant d'aller voir les autres, de leur faire coopérer, machin bidule, si moi je ne suis pas confiant, si je ne suis pas sûr de moi, je pense que je vais me tromper, j'ai perdu, etc. Bah, très bien, levez la main, vous réfléchissez, vous allez voir votre boss, vous allez voir votre copain, vous allez voir votre confesseur, je sais pas, qui vous voulez, vous dites, problème, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, ça tombe bien parce que on est quand même au collège, on est quand même à la maison Saint-Joseph, ça? Ouais. Ok, donc on peut se permettre de faire une citation évangélique? Oui. Ça va. C'est bon. Je continue de voir si je passe les étapes pour rester toute l'après-midi avec vous. Donc au chapitre 6 de Saint Marc, c'est assez vite le chapitre 6. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ça commence à chapitre 1, au chapitre 6. Les 12 gugus qui ont été recrutés, c'est pas encore des cadors. Hein, et il y en a un paquet qui vont se débiner. Donc on est au début de... pourtant il a fait confiance. Et eux, d'accord. Et là il dit, je vous envoie 2 par 2 évangéliser. Donc 2 pères, c'est 6 pères, hein, parce qu'ils sont 12. On ne connaît pas qui est avec qui en histoire. Et donc il les envoie assez vite et ça marche, puisqu'ils guérissent, machin, etc. Mais ils y vont 2 par 2. Ça veut dire que très vite, celui qui donne l'ordre propose la coopération de 2 personnes par 2 personnes pour aller évangéliser. D'accord. Et puis un peu plus tard, dans ce qu'on appelle les actes des apôtres, il y en a un qui part avec l'autre, c'est Paul et Timothée. Et ils partent bras dessous, à la conquête du monde, de leur monde à eux. Hein. Donc, voilà, cette notion de coopération est très importante dans on va appeler ça notre vocation. Alors, vous pouvez, vocation professionnelle, vocation personnelle, vocation, plus que ça, je ne sais pas. Vocation, c'est très bien. C'est un mot, j'aime bien ce mot parce qu'il parle à tout le monde. Donc, tout le monde met des choses derrière différentes. Mais en tout cas, dans ces vocations, il y a une notion de coopération entre eux. D'ailleurs, notre bon pape François, dans son encyclique La joie de l'Évangile, évoque un certain nombre de points clés de la pensée sociale chrétienne. Il y en a 4. Petit rappel. Ok, je mets note, hein, parce que des fois j'en oublie une. Il dit que le temps est supérieur à l'espace, que la réalité est plus importante que l'idée, que le tout est supérieur à la partie, et que l'unité prévaut sur le conflit. Et donc, qui dit recherche d'une unité, de vue, de moyens, d'objectifs, d'aspiration, pour arriver à quelque chose. Donc évidemment, si un certain nombre d'entre nous pensent que la pensée sociale chrétienne a beaucoup de choses à apporter au monde actuel, la notion de coopération entre les hommes est évidemment indispensable, est une notion finalement très évangélique dans la façon dont on peut la construire. Mais elle peut ne pas être évangélique si on n'est pas croyant. Hein. L'autre jour, il y a un prêtre qui m'a dit dans un sermon, on parlait de ce sujet-là, et on discutait de savoir s'il fallait qu'on parle de la pensée sociale chrétienne aux gens, s'il fallait qu'on n'en parle pas, notamment dans le cadre des entretiens de Valpré. Pour ceux qui sont déjà venus, un des oxymores, un des tensions de ces sujets-là, comme ici probablement, c'est savoir si on en parle trop, on n'en parle pas assez. Alors quand on est chrétien, on va en parler, mais comme il n'y a pas des chrétiens en face, ils ne sont pas contents, donc jusqu'où on va pas trop loin. Et tout le temps, on se dit, ouais, je sais pas, et on n'a pas la réponse, évidemment. Mais on a résumé la discussion en disant,
ce qui n'est pas humain n'est pas chrétien. Ce qui n'est pas humain n'est pas chrétien. Autrement dit, tout ce qu'on raconte là, c'est d'abord des notions d'humanité, des notions de respect réciproque des personnes, et que donc ça vaut pour tout le monde. Et que si on passe par là, évidemment, les tâches d'après, c'est même pas la peine d'en parler. Ok ? Alors après, quel est le... Ça va, je suis pas en retard. Une fois qu'on a dit ça, je me suis demandé quel était le support de la coopération. Autrement dit, je décrète que je coopère. Donc j'ai un petit badge quand j'arrive dans l'entreprise le matin qui est vert, parce que c'est marqué coopération. Si c'est rouge, c'est je coopère pas. Donc, le matin j'arrive, je suis vert. Aujourd'hui je coopère. Cool. Le mec en face de moi, lui il est rouge, donc il ne peut pas coopérer. Il fait la gueule. Il me prend vraiment pour un imbécile, il ne me parle pas, et donc j'ai mon truc vert, mais lui il est rouge. Compliqué ça, hein. Et donc on pourrait supposer que ce qui est logique, le support de la coopération, c'est peut-être un contrat. Un contrat, ça peut faire 1000 pages, ça peut être je te propose de venir avec moi voir tel client pour voir ce qu'il attend. Il répond oui, je suis d'accord pour venir avec toi voir tel client. On va coopérer aujourd'hui pour aller voir un client ensemble, pour essayer de comprendre ce qu'il veut. Je t'ai envoyé un email, tu m'as répondu, on a coopéré. Okay, très bien. Tout ça, ça fonctionne. Donc c'est vrai que l'écrit, le contrat est souvent les règles de coopération, hein, espèce de... Tu sais, le jour j'arrive dans une boîte en Suisse, il y avait rentre dans une salle de réunion, et il y avait sur la table une espèce de truc plastifié en disant les 10 règles de la coopération en réunion. Waouh! J'aurais dû prendre une photo. Il y avait je parle pas à la place de l'autre, je prépare la réunion, j'arrive pas en retard, on se croyait, putain, ça me rappelle le bon vieux collège Stanislas en 6e. C'est suisse quoi. Suisse roman, donc ça va, Suisse, on se comprend quoi. Enfin c'est Suisse de l'autre côté là-bas, voilà. Non seulement ils sont comme ça, mais en plus on comprend pas ce qu'ils disent, qu'ils parlent même pas l'allemand. Et les Suisses de bon côté, là, les nôtres, mais quand même, Suisse quoi. Donc vous pouvez effectivement, et vous avez plutôt intérêt à codifier, à réguler la coopération entre vous et les autres, peut-être aussi entre vous et les concurrents. Alors évidemment, voilà, en se donnant un objectif commun, des règles de fonctionnement, tout ça, ça a du bon. Mais, et je peut-être finirai par là, parce que je commence à avoir beaucoup parlé, je dirais que la meilleure règle, elle est très simple. Ça tient en 3 mots. La parole, c'est la parole. J'avais un patron formidable, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui est décédé il y a quelque temps, qui était mon patron, mon président chez Giraudy, à qui j'ai succédé. Et le jour où je lui ai succédé, il m'a fait une maquila. Quelqu'un sait ce que c'est qu'une maquila ? Voilà. Donc c'est une canne basque avec un pommeau. C'est un très bel objet. Et en fait, vous dévissez le pommeau. Et là, vous avez une dague très pointue. Et donc ça sert pour les bergers ou les gens qui marchent sur les chemins basques. Parce que quand vous rencontrez une vipère, une couleuvre, ou un animal sauvage, tchoc, vous avez une lance extrêmement dangereuse, extrêmement fine. Et dans la tradition basque, le cadeau d'une maquila, c'est le cadeau noble à votre ami. Je t'offre une maquila. Je te regarde dans les yeux, tu es fier, et je suis fier. Voilà, c'est le truc fort dans les Basques. Et sur cette maquila, on peut faire graver un mot. Hitza, hitz, H-I-T-Z-A, H-I-T-Z, c'est-à-dire la parole, c'est la parole. Voilà, ça c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait dans ma vie professionnelle. C'était il y a 15 ans, et donc je considère que c'est ce qui est le plus important. Et que d'aujourd'hui, dans un monde où tout le monde plusieurs parapluies ouverts à chaque instant dans tous les sens pour essayer de faire en sorte que je ne sois pas pris en défaut, que la compliance, le machin, le bidule, tout ça soit bordé de partout, parce qu'on a peur de son ombre, dans des médias, peur de tout. Il faut revenir à des choses simples, et je pense que le respect de la parole est le fondement le plus fort. Et que bien sûr, vous allez me dire, il est bien gentil, il nous parle de bienveillance, même s'il est exigeant, il nous parle de coopération qui se base sur la confiance, il nous parle de parole donnée, et il est dans le monde irréel.
Non, je suis bien dans le monde réel. Et ce monde que je vous décris, forcément, peut révéler pas des faiblesses, mais des fragilités, qui ne sont pas des choses négatives, mais qui fait que vous pouvez être berné, abusé, trompé. Et si ça ne vous est pas arrivé, c'est comme dans l'évangile, hein, que le premier lève la main. On est tous pareils. On s'est tous fait berner, tromper, abuser. On nous a menti, etc. Mais, ce que je crois profondément en moi, c'est que le jeu en vaut la chandelle. Et que, quelles que soient les vicissitudes que ces principes vous amènent, quelles que soient les déceptions que vous allez ou vous avez vécues, quelle que soit l'amertume que vous en avez, qui vous allez retirer, on regarde tout ce que vous avez, où vous en ce moment vivez, grâce à cette relation de confiance, grâce à cette coopération, grâce au respect de la parole par rapport à un autre, vous en serez infiniment plus heureux, à long terme. Et que je pense que plus on a de responsabilité, plus on est regardé, plus effectivement c'est important de le faire, de le vivre. Évidemment, l'autre danger de cette attitude, c'est d'être pris à revers. C'est-à-dire, soit je parlais tout à l'heure de fragilité ou une forme d'incohérence. C'est-à-dire, vous avez tout ça, vous essayez de le vivre, et puis vous allez pas faire pareil. Vous allez prendre un gars, vous allez vous tromper, vous allez revenir ce que vous lui avez dit, voilà, vous allez vous énerver, vous allez refuser la confiance, vous allez envoyer une signal de défiance, et le gars va dire, bah ouais, tu vois, tu screens avec tes principes de management, working principles, tu fais exactement l'inverse. Et donc, il faut accepter nos fragilités, nos imperfections, nos incertitudes, nos limites, nos limitations, sans pour autant se départir de ces choses-là qui font qu'on se construit. Voilà. Et qu'il faut, il faut s'arnacher à ces sujets-là, il faut s'encorder. Et effectivement, je pense que c'est intéressant, je remercie Bruno de nous permettre, parce qu'on n'est pas très nombreux, c'est formidable comme taille. Moi, Bruno m'appelle et me dit, ouais, j'ai peur qu'on ne soit pas 120. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que les 40, les 50, les 70 qui sont là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui demain se disent, putain, ça m'a vachement apporté, j'ai changé ma vie, j'ai une bonne idée, demain je vais faire différemment. C'est gagné. D'accord ? Donc on n'est pas. On s'en fout. Nous, on a la. Enfin, hein, Bruno, on n'est pas dans un rendement, on s'en fout, je veux dire. On n'est pas coté, on ne va pas dire lundi matin dans le progrès, formidable, il y avait 57 inscrits, on s'en fout. Oui, il y a les sponsors, des machins, okay, enfin bon. La qualité l'emporte sur la quantité. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est finalement à travers ces environnements d'échange tels qu'on les a pendant 2 jours, vous les aurez, parce que je ne serai pas forcément tout le temps avec vous, mais que vous allez vous confronter à ces sujets, voir comment c'est possible de le faire, voir les limites, partager des cas concrets dans lesquels il a dit ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Bon, bah, très bien, bah, explique-moi pourquoi tu n'es pas d'accord, et puis oui, peut-être dans ce cas-là c'est un cas particulier, ou bah, voilà, c'est compliqué. Et l'exception ne justifie pas la règle. Hein, c'est un vieux principe dont malheureusement la France a l'art du maniement, l'exception ne justifie pas la règle. C'est pas parce qu'il y a un de vos collaborateurs qui est tordu et qui vous n'arriverez jamais à coopérer, que les 9 autres doivent en payer les pots cassés. No way. No way. D'accord ? Nous, on n'est pas le Christ. Hein. On n'est pas venu soigner les malades. On est venu soigner tout le monde. On est casse-bonbons qui vous emmerdent dans une réunion et qui sont tout le temps dans votre bureau à vous demander, etc., et qui ne pouvez pas coopérer. Il y en a 9 autres qui sont en plein fer en coopération avec vous, à fond de ballon, et vous ne vous occupez pas d'eux. Voilà. Hein ? Vous ne laissez pas embarquer par ceux qui sont justement dans le refus de tous ces principes. Vous faites votre mieux, vous essayez. Voilà, okay. Il y en a d'autres, eux, ils sont déjà avec vous. Donc n'oubliez pas de vous occuper d'eux. Hein, parce que souvent, on a l'art de se faire embarquer par ceux qui nous cassent les oreilles. Pardon, parenthèse fermée. Bref. Je crois que j'ai à peu près fini. Je ne sais pas si c'est une conclusion. Ça, c'est pas forcément une bonne conclusion. Enfin, en tout cas, voilà. Manier tout ça pendant les 72 heures, les 24 heures, je ne sais pas, les 48 heures que vous avez, repartez avec quelques idées simples en sortant d'ici. Et oui, c'est ça, moi, excusez-moi. Et dites-vous bien,
que si dans votre environnement vous vous sentez seul pour vivre ça, vous vous sentez marginaux, parce que c'est pas la culture, parce que c'est pas l'histoire de la boîte, etc. Vous n'êtes pas seul. On est très nombreux à essayer de faire ça partout. D'accord ? Et beaucoup plus que vous le croyez. Et c'est pas que les gens qui sont là. Ceux qui sont là, ils ont eu le temps de venir, ils ont eu l'argent, etc. Il y a plein d'autres qui n'ont pas le temps de venir, mais ils sont exactement comme vous. Donc vous ne vous sentez pas seul, dites-le à d'autres, trouvez des relais, trouvez des groupes de réflexion dans lesquels vous avez besoin de partager. Il y a plein de choses qui disent la PM, les EDC, machin, il y a le collège supérieur. Ça foisonne de structures dans lesquelles les gens essaient de réfléchir à ce sujet-là. Donc si vous vous sentez seul, pas armé, pas épaulé, investissez de votre temps dans les endroits où vous allez pouvoir partager ces réflexions, parce que ça vous aidera. Si c'est le cas aujourd'hui, formidable. Des cercles de DRH, des cercles de patrons, il y en a plein de gens qui essaient de réfléchir dans cette direction-là. D'accord ? Parce que voilà, vous n'êtes pas seul. Et qu'on a besoin de faire vivre ces principes de plus en plus dans les entreprises. Je crois que j'ai fini pour l'instant. Maintenant, je peux répondre à des questions.